Un moment du thriller explosif de Paul Verhoeven, Basic Instinct, 1992, plus provocateur que même sa célèbre séquence d'interrogatoire, a disparu des écrans américains presque immédiatement après sa sortie en salle. La scène a été systématiquement démantelée par les censeurs, recoupée pour différents marchés et finalement abandonnée lors du passage à la vidéo domestique. Mais maintenant, grâce à un processus de restauration méticuleux, cette pièce manquante a enfin refait surface, et cela change fondamentalement notre compréhension du personnage central controversé du film. Le début des années 90 a marqué une période distinctive du cinéma américain. Les studios repoussaient les limites avec des contenus de plus en plus explicites, tout en gérant les impératifs commerciaux pour obtenir des classifications MPAA viables. Carolco Pictures, une puissance indépendante derrière des blockbusters comme Terminator 2, Le Jugement dernier et Rambo, s'était forgé une réputation pour un cinéma audacieux et provocateur qui testait souvent les limites de la censure. En 1992, ils se sont associés au réalisateur néerlandais Paul Verhoeven, déjà connu pour son approche intransigeante du sexe et de la violence dans des films comme Robocop et Total Recall. Lorsque le scénario de Joe Esteras pour Basic Instinct a déclenché une guerre d'enchères, Carolco a obtenu les droits pour un montant record de 3 millions de dollars à l'époque. Le scénario, un thriller érotique néo-noir centré sur un détective enquêtant sur le meurtre d'une rockstar qui s'implique avec la principale suspecte, une romancière séduisante, promettait de pousser le contenu sexuel plus loin que le cinéma américain grand public n'avait osé auparavant. Michael Douglas, tout juste auréolé de son Oscar pour Wall Street et fort du succès de Liaison fatale, a accepté d'incarner le détective Nick Curran, mais le rôle de Catherine Tramell, l'écrivaine énigmatique et tueuse présumée, s'est avéré plus difficile à distribuer. 13 actrices de premier plan auraient refusé le rôle, préoccupées par la nudité explicite et le contenu sexuel. Des actrices comme Michelle Pfeiffer, Kim Basinger, Gina Davis et même Julia Roberts, toutes ont été refusées. Sharon Stone, qui avait auparavant travaillé avec Verhoeven dans Total Recall mais était restée relativement inconnue, a finalement décroché le rôle qui allait définir sa carrière. Le studio a d'abord résisté, préférant une star plus établie, mais Verhoeven a insisté sur la présence magnétique de Stone à l'écran et sa volonté de prendre des risques. Lorsque le tournage a commencé à San Francisco en avril 1991, des manifestations locales ont éclaté presque immédiatement. Des activistes LGBTQ+, ont contesté la représentation des personnages bisexuels du film comme violents et manipulateurs, perturbant la production pendant des jours à plusieurs endroits. Le département de police de San Francisco a assuré la sécurité, mais les tensions sont restées vives tout au long des 53 jours de tournage. Verhoeven, habitué à la controverse de son travail européen, a continué sans se laisser décourager, déterminé à livrer sa vision sans compromis. Sorti en mars 1992, Basic Instinct a généré 353 millions de dollars mondialement pour un budget de 49 millions, devenant le 4e film le plus rentable de cette année-là. Mais son impact culturel a largement dépassé son succès commercial. Le film a déclenché de vifs débats sur la représentation sexuelle, la violence faite aux femmes et les limites du contenu à l'écran dans le cinéma grand public. Les critiques étaient fortement divisées. Certains ont loué son esthétique néo-noire très stylisée, tandis que d'autres ont vivement critiqué ce qu'ils percevaient comme de la misogynie et une exploitation gratuite. Mais avant de nous pencher sur la scène censurée spécifique qui a profondément modifié l'arc narratif du film, il y a des faits fascinants des coulisses que même les fans les plus dévoués pourraient ignorer à propos de ce thriller controversé. La scène d'interrogatoire emblématique du film où Catherine Tramell décroise ses jambes, exposant brièvement son intimité au détective, a été tournée avec Stone, qui était sous l'impression que l'angle révélateur n'apparaîtrait pas réellement dans le film final. Selon les mémoires de Sharon Stone publiées en 2021, Verhoeven lui avait assuré que rien d'explicite ne serait visible à l'écran. Elle n'a découvert la véritable réalité de la scène qu'en visionnant le film terminé lors d'une projection privée avec des agents et des dirigeants, où elle aurait, dit-on, giflé le réalisateur avant de quitter précipitamment la salle. Malgré son choc initial et sa colère, Sharon Stone a finalement défendu la scène, la jugeant appropriée pour son personnage manipulateur. La plupart des spectateurs ignorent que Michael Douglas a failli abandonner le projet quelques semaines avant le tournage. Son contrat stipulait l'approbation de sa partenaire féminine et quand Verhoeven a insisté pour engager Sharon Stone, alors relativement inconnue, Douglas a exprimé de sérieuses réserves. Ce n'est qu'après un essai privé, où Stone a démontré sa maîtrise de la psychologie complexe du personnage, que Douglas a finalement accepté de continuer. Des années plus tard, il a admis que cette hésitation était sa plus grande méprise professionnelle. Le pic à glace utilisé dans la sulfureuse séquence d'ouverture du meurtre du film a nécessité 17 différentes
avant que Verhoeven n'approuve la version finale. L'accessoiriste James Murrow a créé des manches et des lames sur mesure, de taille et de matériaux variés, pour obtenir à la fois l'impact visuel et les effets pratiques nécessaires. La scène de meurtre a utilisé 3 pics différents, spécialement conçus. L'un avec une lame rétractable pour les gros plans, une version en caoutchouc pour les plans larges et une version en aluminium lesté pour l'effet sonore de l'arme tombant au sol. La partition envoûtante de Jerry Goldsmith n'était pas celle prévue pour le film. Le compositeur Georges Delerue avait initialement enregistré une bande originale complète, mais celle-ci fut rejetée quelques semaines seulement avant la sortie du film. Les dirigeants de Carolco ont estimé que les compositions de Delerue étaient trop européennes et qu'elles manquaient de la tension dramatique nécessaire. Goldsmith n'a alors eu que 10 jours pour composer et enregistrer une partition entièrement nouvelle, travaillant sans relâche jour et nuit avec le National Philharmonic Orchestra de Londres. La partition rejetée de Delerue n'a été publiée qu'en 2001, lorsqu'un CD en édition limitée a révélé son approche plus romantique et mélancolique. Les scènes d'amour les plus explicites du film ont nécessité de longues négociations avec la MPAA pour éviter une classification NC-17 qui aurait limité la distribution. La version originale soumise au comité de classification a reçu la désignation NC-17 sans aucune indication spécifique sur les changements requis. À travers une série sans précédent de 6 soumissions et de modifications progressives, Verhoeven a progressivement identifié et modifié les moments spécifiques que la MPAA trouvait les plus répréhensibles. Ce processus a créé un registre détaillé de précisément quels plans et séquences étaient considérés comme dépassant le seuil pour une classification R en 1992. La fin originale de Basic Instinct différait considérablement de ce que le public a vu au cinéma. Une fin alternative, tournée sur 3 jours à grands frais, montrait Catherine Tramell chuter mortellement d'un gratte-ciel après une lutte avec Curran. Le public test a fortement rejeté cette résolution définitive, préférant la fin plus ambiguë où sa culpabilité potentielle reste irrésolue. La fin alternative fut crue perdue jusqu'en 2001, date à laquelle elle fut partiellement restaurée pour la sortie en DVD, bien que des portions significatives du métrage restaient manquantes. Lorsque le film fut diffusé à la télévision en 1994, NBC créa une version fortement éditée qui supprima non seulement du contenu explicite, mais altéra également des dialogues substantiels. Le service des normes et pratiques de la chaîne a procédé au remplacement de plus d'une centaine de répliques, modifiant ainsi la profession de Catherine, la faisant passer de romancière à journaliste et éliminant toute mention de sa bisexualité. Cette version était 17 minutes plus courte que la version sortie en salle et incluait plusieurs scènes nouvellement tournées avec des doublures pour remplacer les séquences de nudité, créant ce que Verhoeven a par la suite qualifié de désastre narratif inregardable. Peu de gens savent que Sharon Stone a réalisé elle-même toutes ces cascades automobiles dans la poursuite effrénée le long de la Pacific Coast Highway. Stone, qui avait reçu une formation professionnelle de pilote de course pour un précédent projet de film qui n'a jamais vu le jour, a convaincu Verhoeven qu'elle pouvait maîtriser la Lotus Esprit Blanche plus efficacement qu'un cascadeur. Les assureurs ont initialement refusé d'approuver cet accord, jusqu'à ce que Stone démontre ses compétences lors d'un test sur circuit fermé, réalisant des manœuvres qui ont même impressionné le coordinateur des cascades du film, Spyro Razatos. La fameuse scène du détecteur de mensonges a exigé une précision technique qui allait bien au-delà d'un tournage habituel. La production a loué une véritable machine polygraphique et a engagé l'ancien examinateur du FBI, Clarence Sears, comme consultant technique. Les relevés physiologiques que l'on pouvait voir à l'écran pendant l'interrogatoire de Catherine sont en fait les vraies réponses de Stone, car elle a demandé à être connectée à la machine pendant le tournage afin d'obtenir des réactions authentiques. Les mouvements de l'aiguille, lorsqu'elle donnait ses réponses provocantes, n'étaient pas des effets spéciaux. C'étaient de véritables réactions physiologiques enregistrées en temps réel. Les versions internationales du film variaient considérablement selon les pays. La sortie en salle japonaise contenait près de 4 minutes supplémentaires de séquences jugées trop explicites pour le public américain. À l'inverse, la version diffusée en Arabie Saoudite, lors de projections privées, les salles publiques étant interdites jusqu'en 2018, était plus courte de 27 minutes. La sortie au Royaume-Uni, via le British Board of Film Classification, a exigé 17 coupes spécifiques, tandis que la version australienne a en fait restauré certaines scènes dans l'édition vidéo à domicile qui avaient été retirées des copies cinéma. Ces différentes variations, qui se sont manifestées au fil du temps, ont eu pour conséquence la création d'une véritable mosaïque complexe et hétérogène à l'échelle mondiale, composée de multiples versions officielles distinctes et variées.
longuement en pré-production, intégrant de subtiles références architecturales tout au long de Basic Instinct, comme une conversation cinématographique entre les deux thrillers. Lorsque Basic Instinct est entré en production début 1991, le cinéma américain traversait une période particulièrement turbulente dans sa relation avec la régulation du contenu. Le système de classification de la Motion Picture Association of America, établi en 1968, avait connu une évolution significative. L'introduction de la cote NC-17 en 1990 visait à créer une catégorie pour les films destinés aux adultes, non pornographiques. Cependant, les grandes chaînes de cinéma et les détaillants comme Blockbuster ont rapidement établi des politiques refusant de diffuser ou de vendre les films NC-17, créant une pression commerciale énorme pour obtenir une classification R pour tout film cherchant une distribution grand public. Ce climat a créé une situation paradoxale. Les studios étaient de plus en plus disposés à produire des films au contenu explicite pour attirer un public adulte, mais ils étaient simultanément contraints par la nécessité économique d'éviter la classification NC-17. Les cinéastes se sont retrouvés en négociation constante avec l'administration de classification et d'évaluation de la MPAA, dont les normes étaient notoirement subjectives et appliquées de manière incohérente. Selon Richard Hefner, qui a présidé le CARA de 1974 à 1994, les décisions reflétaient souvent les normes de la communauté plutôt que des directives spécifiques, un concept nébuleux qui conférait au Conseil un pouvoir discrétionnaire considérable. Lorsque Paul Verhoeven a présenté sa première version de Basic Instinct en décembre 1991, la MPAA lui a immédiatement attribué une classification NC-17. Cela a déclenché une longue et difficile bataille entre le cinéaste et le comité de classification. Des mémos internes de Carolco, publiés ultérieurement dans un article révélateur du magazine Première en 1997, ont révélé la frustration des cadres dirigeants face à ce qu'ils considéraient comme une cible d'acceptabilité constamment changeante. Le film présentait plusieurs séquences jugées potentiellement problématiques, mais la MPAA, fidèle à ses habitudes, n'a fourni que des indications spécifiques très limitées quant aux modifications nécessaires. La principale préoccupation du Conseil portait sur le contenu sexuel du film plutôt que sur sa violence, un schéma tout à fait cohérent avec les priorités historiques de la censure américaine. Selon Joanne Graves, qui a siégé au conseil d'administration de la MPAA durant cette période, les scènes mêlant sexualité et agression ou dynamique de pouvoir ont suscité un examen particulier. Le conseil s'est opposé non seulement aux images explicites, mais aussi à la durée et à l'intensité des séquences sexuelles, des aspects qui ne pouvaient être résolus par de simples coupes de plans spécifiques. Si la MPAA était le principal obstacle réglementaire, Basic Instinct a rencontré d'autres défis des autorités de censure internationales, chacune opérant sous des cadres culturels et juridiques différents. La Commission britannique de classification des films a exigé des coupes importantes pour obtenir une classification 18. Les autorités allemandes de la Freiwillig Selbstkontrolle der Filmwirtschaft ont soulevé des préoccupations concernant les liens entre la sexualité et la violence. Les censeurs australiens ont initialement attribué au film une classification R18+, mais ont exigé des modifications à plusieurs scènes. Ces diverses normes internationales ont créé un dilemme commercial. Des versions multiples augmentèrent les coûts de production, mais une coupe unique acceptable mondialement compromettrait significativement la vision de Verhoeven. Carolco a finalement adopté une stratégie consistant à créer une version nationale pour l'Amérique du Nord et certains marchés internationaux, avec des coupes alternatives pour les territoires aux normes plus strictes. La diffusion télévisée présentait un tout autre ensemble de défis. Les réglementations de la Commission fédérale des communications, la FCC, régissant la télévision en réseau, étaient considérablement plus restrictives que les classifications cinématographiques. Les grandes chaînes comme NBC et CBS ont exprimé leur intérêt à obtenir une licence pour le film en vue d'une diffusion, mais leur département des normes et pratiques ont identifié des dizaines de scènes nécessitant des modifications. Contrairement à la MPAA, les normes de diffusion fournissaient des directives explicites et quantifiables concernant le contenu acceptable, allant jusqu'au nombre précis de secondes où certains types de contenus pouvaient apparaître à l'écran. Tout au long de ce processus, une séquence particulière est devenue le point central des efforts de censure sur toutes les plateformes. Bien que la scène d'interrogatoire du croisement de jambes ait attiré le plus l'attention du public et généré des références culturelles, c'est en réalité une toute autre scène qui a subi la censure la plus constante et agressive, une qui modifierait en profondeur la compréhension d'un personnage clé par le public. La scène en question se déroule environ 105 minutes après le début du montage cinéma du film. Suite à la relation grandissante entre le détective Nick Curran, Douglas et Catherine Trammell, Stone, la scène se déroule dans le manoir de Catherine à Pacific Heights. Ce qui commence comme une rencontre intime se transforme progressivement en quelque chose de bien plus.
La lutte de pouvoir psychologique méticuleusement chorégraphiée qui révèle la vraie nature de la manipulation de Catherine. La scène se déroule avec Catherine qui initie une rencontre sexuelle, mais en gardant un contrôle total en attachant les poignets de Nick avec un foulard de soie blanc, un rappel visuel de l'arme du crime utilisée lors du meurtre d'ouverture du film. Alors que la rencontre s'intensifie, Catherine se positionne de manière dominante au-dessus de Nick, qui reste ligoté et de plus en plus vulnérable. La version cinématographique s'interrompt à ce moment-là pour suggérer l'achèvement de leur rencontre, mais les images censurées se poursuivent pendant environ 45 secondes. Dans cette séquence coupée, Catherine passe la main sous son lit et en sort ce qui semble être un pic à glace, identique à l'arme du crime, et le tient au-dessus de Nick pendant leur moment le plus intime. La caméra capte l'expression de Nick, passant du plaisir à une peur réelle alors qu'il prend conscience de sa vulnérabilité totale. Catherine tient l'arme, brandissant au-dessus de lui pendant plusieurs instants tendus avant de la déposer avec un sourire énigmatique, laissant Nick et le public incertains quant à savoir si c'était une menace réelle ou une forme élaborée de manipulation psychologique. L'importance de cette séquence ne saurait être surestimée dans la structure narrative du film. Cela apporte la preuve la plus claire des tendances sadiques de Catherine et lie directement son comportement sexuel à la méthodologie du meurtre établie dans la scène d'ouverture. Sans cette séquence, le personnage de Catherine devient plus ambigu, sa culpabilité potentielle est moins certaine. Cette scène transforme fondamentalement le film d'un simple polar avec plusieurs tueurs potentiels en un thriller psychologique où la question centrale n'est pas l'identité des meurtriers, mais plutôt pourquoi Nick demeure attiré par Catherine malgré un danger de plus en plus manifeste. Lorsque Verhoeven a présenté Basic Instinct à la MPAA, cette séquence a été immédiatement identifiée comme étant l'élément le plus problématique. Selon des interviews ultérieures du réalisateur, la combinaison de sexualité explicite, de dynamique de pouvoir et la présence visuelle d'une arme potentielle a franchi de multiples lignes rouges pour le comité de classification. Le président de la CARA, Richard Hefner, a spécifiquement cité cette séquence dans une note confidentielle aux dirigeants de Carolco comme dépassant les limites d'une classification R selon toute interprétation raisonnable des normes actuelles. Après de nombreuses révisions et négociations, Verhoeven a dû se résoudre à retirer entièrement le pic à glace de la version nationale, ce qui a considérablement modifié l'impact et le sens de la scène. À l'international, différentes versions sont apparues. La sortie en salle française a conservé la scène presque entièrement intacte. La version britannique incluait le pic à glace, mais a réduit la durée du contenu sexuel. La version japonaise a non seulement gardé toute la séquence, mais l'a même étendue avec des images supplémentaires jamais vues ailleurs. Pour la diffusion télévisée américaine du film en 1994, le service des normes et pratiques de NBC a exigé une reconceptualisation complète de la scène. La version télévisée a éliminé tout contenu sexuel, montrant plutôt les personnages engagés dans une conversation intense à propos de l'enquête de Nick. Ce remplacement total, filmé avec des doublures bien après la fin du tournage principal, a créé une discontinuité narrative qui a dérouté de nombreux téléspectateurs découvrant le film pour la première fois à la télévision. Ces versions variées ont créé une compréhension globale fragmentée du film. Les spectateurs de différents pays ont essentiellement vécu des récits différents avec des implications diverses pour les personnages centraux. Les critiques de cinéma lors de festivals internationaux faisaient parfois référence à des moments que les critiques américains n'avaient jamais vus, créant une confusion quant à ce qui constituait la version authentique de l'œuvre de Verhoeven. Les critiques contemporaines reflètent cette expérience déconnectée. La critique de Vincent Canby dans le New York Times décrivait Catherine comme plus complexe et ambiguë que la femme fatale typique, tandis que le critique français, Michel Simon, dans Positif, la caractérisait comme unanimement sociopathe, une divergence directement attribuable aux différentes versions qu'ils avaient vues. Cette fragmentation a continué lorsque le film est passé au format vidéo domestique avec des sorties VHS, Laserdisc et finalement DVD, contenant des quantités variables du matériel contesté selon le marché cible. Le voyage pour restaurer Basic Instinct à la vision originale de son réalisateur a commencé en 2001 quand Artisan Entertainment a acquis les droits vidéo de la liquidation des actifs de Carolco suite à la faillite du studio en 1995. David Fink, VP des projets spéciaux d'Artisan, a découvert l'existence de multiples copies internationales en préparant une édition spéciale DVD. Cependant, le négatif original contenant la version complète et non coupée avait apparemment été perdu dans le chaos de l'effondrement de Carolco. Cela a lancé une recherche archivistique de 4 ans à travers 3.
La percée est survenue en 2006, quand Studio Canal, qui avait acquis de nombreux droits de distribution européens du catalogue Carolco, a découvert un interpositif non coupé dans ses archives parisiennes, probablement la source de la version cinématographique française. À peu près au même moment, un collectionneur privé à Tokyo s'est manifesté avec une rare copie 35 mm contenant le montage long japonais. Les spécialistes de la restauration des Deluxe Digital Studios, dirigés par la coloriste Jeanne Yarbrough, ont entamé le minutieux processus de création d'une version complète qui représentait la vision originale de Verhoeven. Travailler à partir de ces diverses sources a présenté des défis techniques importants. La copie française avait subi une dégradation des couleurs, typique des pellicules cinématographiques du début des années 1990, tandis que les images japonaises présentaient des choix d'étalonnage différents qui nécessitaient d'être adaptés au master américain. Le son posait des obstacles encore plus importants. L'audio de production originale pour les passages censurés avait été dissocié des éléments visuels durant le processus de négociation de la MPA. Heureusement, les enregistrements originaux d'ADR, de remplacement automatique de dialogue, ont été retrouvés dans le dépôt d'Iron Mountain à Hollywood, qui avait conservé de nombreux éléments audio de Carolco. Ces éléments ont permis au concepteur sonore Gary Rydstrom de reconstituer le mixage audio complet de la séquence chez Skywalker Sound en 2016. La version entièrement restaurée a fait ses débuts au Festival de Cannes 2017 dans le cadre d'une rétrospective spéciale de l'œuvre de Verhoeven. Le réalisateur, alors âgé de 78 ans, a personnellement présenté la projection, la qualifiant de « la première fois que le public peut voir ce que j'avais réellement voulu ». La restauration a ensuite bénéficié d'une ressortie limitée en salle dans certains marchés avant de paraître en édition Blu-ray 4K UHD en juin 2019. Cette version définitive est maintenant disponible sur plusieurs plateformes de streaming, bien qu'avec un accès variable selon les normes de contenu régional. Des services comme Mubi et Criterion Channel proposent la version intégrale dans la plupart des territoires, tandis que les plateformes grand public comme Netflix et Amazon Prime Video présentent généralement la version cinéma classée R, avec la scène restaurée disponible en contenu supplémentaire. Les collectionneurs de supports physiques doivent noter que seule l'édition limitée 4K UHD publiée par Studio Canal contient l'intégralité des séquences restaurées. Les éditions Blu-ray standard proposent toujours majoritairement la version cinématographique. Pour ceux qui souhaitent véritablement découvrir la vision intégrale de Verhoeven, cette restauration propose non seulement la tristement célèbre scène du pic à glace, mais également près de 7 minutes additionnelles de contenu auparavant censuré, minutieusement réparties à travers l'ensemble du long métrage. Les archives du film et de la télévision de l'UCLA conservent désormais une copie de conservation de cette version intégrale, assurant que cette œuvre controversée reste accessible aux futures générations de cinéphiles et d'universitaires. La restauration de Basic Instinct représente bien plus qu'une curiosité cinéphile ou une note de bas de page salace dans l'histoire du cinéma. Cela met en lumière l'impact considérable de la censure sur le sens narratif et la réception culturelle. Avec la scène complète du pic à glace restauré, Catherine Tramell apparaît comme un personnage fondamentalement différent, moins ambigu, plus explicitement dangereuse et plus clairement positionnée dans l'exploration thématique du film sur le pouvoir et la manipulation. Cette transformation soulève de profondes questions sur la manière dont la censure modifie l'intention artistique. Quand Basic Instinct est sorti en 1992, le public américain a essentiellement découvert un film différent de celui de ses homologues internationaux, pas seulement une version plus édulcorée, mais une œuvre avec des motivations de personnages et des implications narratives distinctes. Cette fragmentation compromet l'une des plus grandes puissances du cinéma, en créant des points de référence culturels partagés qui suscitent des conversations collectives autour de thèmes complexes. La restauration met également en lumière la nature souvent arbitraire des normes de censure. Les objections de la MPAA ont surtout porté sur le contenu sexuel de la scène du pic à glace, plutôt que sur ses implications violentes, reflétant le confort des médias américains avec la violence plutôt que la sexualité. Les organismes de censure internationaux ont fait des calculs très différents, chacun reflétant les tabous et les tolérances propres à sa culture. Ces incohérences révèlent comment la régulation du contenu en dit souvent plus sur les régulateurs que sur le contenu lui-même. D'un point de vue de la préservation, la restauration de Basic Instinct souligne l'importance des efforts d'archivage pour préserver le patrimoine culturel du cinéma. Sans la découverte de copies internationales et d'éléments audio dispersés, la vision complète de Verhoeven aurait pu être perdue à jamais, un sort qui a frappé d'innombrables films soumis à diverses formes de censure au cours de l'histoire. La restauration numérique garantit que les générations futures pourront découvrir l'œuvre voulue par le réalisateur, quel que soit leur jugement sur ses mérites artistiques. Peut-être plus important encore, la restauration permet
de reconsidérer le film dans son juste contexte historique. Basic Instinct est apparu à un moment charnière où le cinéma américain négociait les limites de la représentation sexuelle grand public. Il a repoussé ces limites plus loin que la plupart de ses contemporains, déclenchant à la fois des réactions négatives et des imitations. Comprendre la vision complète de Verhoeven aide à clarifier la position du film dans cette conversation culturelle, non pas seulement comme un thriller provocateur, mais comme un défi délibéré aux attitudes américaines envers la sexualité, le pouvoir et le genre. Alors que nous continuons de naviguer à travers l'évolution des normes de représentation et de contenu dans notre paysage médiatique de plus en plus mondialisé, l'histoire de Basic Instinct et de sa scène censurée nous rappelle avec force que les œuvres artistiques sont des artefacts culturels qui méritent d'être préservés dans leur forme authentique, même et peut-être surtout lorsqu'elles bousculent nos zones de confort. La restauration n'exige pas que les spectateurs approuvent les choix de Verhoeven, mais elle leur permet de s'engager avec ce qu'il a réellement créé plutôt qu'une approximation édulcorée, façonnée par les angoisses d'un moment culturel donné. Dans cette authenticité réside le véritable pouvoir du cinéma de provoquer, de troubler et, finalement, d'éclairer les complexités de l'expérience humaine.